Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horreur Arkham, le JCE. On continue à avoir les investigateurs de la boîte investigateurs de la campagne Les Clés Écarlates. Et aujourd'hui, jeudi 8 décembre si je me plante pas, on va voir Amina Zidane, l'opératrice. Alors encore une fois, au cas où vous ne regarderiez qu'une partie des vidéos, comme à mon habitude, je fais l'essentiel de la vidéo sur ArkhamDB, voilà, mais quand sur ArkhamDB il n'y a pas les visuels, je passe sur HAA CG Builder. Donc Amina Zidane, l'opératrice, elle a 3 de partout, 5 points de vie, 9 points de santé mentale, trait élu et maudit. Réaction, quand vous jouez un soutien, réduisez de 3 son coût en ressources, il entre en jeu avec une fatalité sur lui, limite d'une fois par round. Signe des anciens, plus 2, vous avez le droit de déplacer toutes les fatalités d'une carte dans votre lieu vers une autre carte dans votre lieu. Taille de deck 30, carte mystique jusqu'au niveau 5, carte neutre jusqu'au niveau 5, carte charme de niveau 0 à 4. Elle a 2 cartes signature, une faiblesse personnelle, une faiblesse de base au hasard. Bon, alors, 5 points de vie, 9 points de santé mentale, les points de vie, il faudra faire attention. 3 de partout, chaque fois que j'en ai l'occasion, je le dis, 3. Je déteste cette stat line, voilà, cet ensemble de valeurs de compétences, parce que, certes, elle n'est nulle part, mais elle n'est forte nulle part également. Donc dès que je veux avoir des chances de réussir un test, il faut que je la booste. Je préférerais qu'elle ait plus quelque part, notamment pour une mystique. Quand on joue mystique, l'intérêt c'est qu'on peut tout faire avec la volonté. Là, en partant de 3, on va pas loin. Alors, comme on le voit, elle joue beaucoup avec les fatalités. Elle peut réduire le coût des soutiens qu'elle joue en leur mettant une fatalité dessus. Bon, une fois par round, mais quand même, ça aidera son économie. Et le signe des anciens, on y reviendra plus tard. Alors, si on regarde les cartes mystiques dont le coût est supérieur à 2, bon, il y en a quand même pas mal, hein. Alors, je vais quand même, préciser les soutiens. Voilà. Alors ça mouline un peu. Ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de problèmes de plantage de Firefox, donc j'espère qu'aujourd'hui ça ira bien. Voilà, bon, quand même 75 cartes différentes, sachant qu'évidemment il y a quelques doublons. Mais du coup, elle a plein de cibles. Que je regarde. Voilà, flamme azurée, si on veut la faire combattre comme ça, flétrissement, lame enchantée, bon, quelques classiques, 6e sens, symbole magique, voilà. Donc elle a, si vous utilisez à fond sa capacité, elle peut économiser 3 ressources par round. Bon, par contre ça fait plein de fatalités à mettre en jeu. Pour les charmes, alors, ça mouline un petit peu. Bon, il y en a 15 qui sont concernés, sachant que il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, totem macabre, c'est la carte et son amélioration, donc disons 5. 5 cartes qui sont concernées, en plus des cartes mystiques. Voilà. Donc elle peut faire de grosses économies de ressources, mais il faudra faudra gérer les fatalités. Moi, je pense que vu qu'elle a des stats pourries, voilà, si on veut jouer des cartes mystiques, on prend un mystique qui a 4 ou même 5 de volonté. Donc si on la prend elle, c'est pour jouer avec les fatalités, enfin pour utiliser sa capacité là, donc on joue avec les fatalités, du coup il faudra qu'on ait un plan pour gérer les fatalités. Voilà. Alors, les cartes auxquelles elle a accès, les cartes mystiques, les cartes neutres, les cartes charme, jusqu'au niveau 4. Les cartes mystiques, toutes les cartes mystiques, je vais pas commenter. Les cartes charme,
Alors, il y en a gardien, chercheur, survivant, truand, évidemment mystique. Il y a aussi du neutre. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Le brassard de martyr. Donc un charme qui occupe un emplacement d'accessoire, vous gagnez +1 à votre valeur de compétence tant que vous résolvez les effets révélation des cartes rencontres. Réaction, après qu'un autre investigateur dans votre lieu a pioché une carte rencontre non péril, et avant d'en résoudre ses effets, inclinez le brassard de martyr, on considère que c'est vous qui avez pioché cette carte rencontre à la place. Le truc, c'est qu'elle a 3 de partout. Avec le brassard de martyr, elle a 4 dans toutes les compétences quand elle résout un effet révélation. Donc elle a 4 contre main saisissante, 4 contre reste pourrissant, elle a toujours 4. Donc pour peu qu'en plus de ça on ait un petit boost, elle peut être bonne pour éviter les effets les effets révélation. Alors oui, c'est un truc auquel je pensais, ce sont les effets révélation, donc si on pense au cercle brisé, dans le cercle brisé, il y a plein de cartes rencontres, il y a plein de cartes rencontres qui vont dans la zone de menace et qui nécessitent de faire des tests. Qui vont vous dire, à la fin de votre tour, alors est-ce que je peux en trouver rapidement? Bon, là c'est un test de révélation, ça marche, mais par exemple, voilà celui-là, j'ai pas le nom en français, action, faites un test de volonté de difficulté 3, si vous réussissez, défaussez la carte. Le test n'est pas dans l'effet de révélation, brassard de martyr ne vous aide pas. Donc cette carte-là fait qu'elle est bonne pour gérer les effets de révélation, mais seulement de révélation. Mais à côté de ça, elle peut profiter de l'effet de révélation, elle récupère. Si le problème de la carte n'est pas un test de révélation, elle peut utiliser le brassard de martyr pour la récupérer, et derrière jouer un sort de protection. Voilà. Et donc, si je reviens sur l'effet de Ract, la révélation c'est de le mettre en jeu dans sa zone de menace, et ben si on annule l'effet de révélation, ce n'est pas en jeu, il n'y a pas l'effet négatif, et il n'y a pas à faire de test pour s'en débarrasser. Le Saint-Rosaire de niveau 2, donc des gardiens, il a le trait charme, et voilà, donc après +1 de volonté, toujours intéressant pour un mystique. Après que vous avez réussi un test de volonté d'une carte traîtrise, inclinez le Saint-Rosaire, ajoutez 2 pions bénis à la réserve du chaos. Cette carte peut vous aider à faire un deck béni, et peut vous aider à gérer les cartes traîtrises. Là par contre, ça vous aide à je vais y arriver, à réussir le test pour faire défausser la carte. On a le journal des rêves, alors le journal des rêves non amélioré, et les 3 versions améliorées. Pour rappel, le journal de rêve, une fois amélioré, vous permet, au début de votre tour, de récupérer l'essence onirique dans votre main. L'essence onirique, c'est une carte compétence qui a 2 icônes libres. Donc une fois par tour, vous récupérez en main l'équivalent d'un courage inattendu, et chacune des versions du journal des rêves amélioré vous permet sous condition de rajouter 2 icônes libres. Donc de vous donner un bonus de +4, ce qui aidera bien quand vous avez 3 de base. Par exemple, tant que vous êtes dans un lieu ayant une valeur occulte d'au moins 4, il y a +2 icônes libres. Donc si vous spécialisez Amina en enquête, ce journal des rêves là vous permet d'avoir +4 à votre enquête, peu importe la valeur de compétence utilisée, à condition que le lieu ait une valeur occulte d'au moins 4. Là, ça demandera d'être engagé qu'un ennemi, donc si vous voulez en faire une combattante, et là, il faut avoir 8 cartes en main ou plus. Voilà. Alors, là, c'est pas directement... Comment dire ça ? C'est pas un charme, mais à chaque round, vous avez 2 ressources, soit pour jouer des charmes, soit pour gagner +1 à la valeur de compétence d'un charme. À la valeur de compétence d'un test fait sur une carte charme. Ou tactique ou livre, mais là en l'occurrence on parle de charme. Est-ce
que j'ai des exemples. Des exemples de tests, je dois pas en avoir sous la main. Ah bah si, voilà, la baguette de sourcier, c'est un charme qui permet de faire des enquêtes. Et une carte que j'ai pas mentionnée, c'est le totem macabre de niveau 3. Je vais quand même le mentionner parce que c'est pas négligeable. Après que vous avez attribué une carte à un test de compétence, inclinez le totem macabre, la carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétence de votre choix. Si le test est réussi, l'investigateur qui effectuait le test pioche une carte. Donc vous renforcez la puissance des cartes que vous attribuez à des tests de compétences, et ça vous fait de la pioche. Alors il y a quand même un truc, c'est que ça apparaît pas là. C'est que beaucoup de ces cartes, donc il y en a 40 en tout, beaucoup de ces cartes utilisent un emplacement d'accessoires. Voilà, 26 sur les 40, décidément, utilisent un emplacement d'accessoires. Donc vous pourrez pas vous dire je fais un deck plein de cartes qui ont le trait charme, ou alors il vous faut mettre 2 copies de chasseur de reliques. Voilà. Ah, j'ai oublié de mettre à jour cet écran. Donc, elle a 2 cartes signature, mot d'affliction et l'autre. J'attends que ça charge. Je disais donc 2 cartes signature, mot d'affliction et mot de fortune. Et les deux synergisent ensemble, on va dire. Alors, je vérifie rapidement. Ouais, non, ça va, on n'en a aucune en main, j'ai eu un doute soudainement. Donc, mot d'affliction, un événement qui coûte 2, très pacte, rapide, à jouer uniquement lors de votre tour, placez une fatalité sur un soutien que vous contrôlez pour résoudre une de ses capacités d'action, en ignorant tous les coups, y compris son coup d'action. Ensuite, vous avez le droit de mélanger mot de fortune dans votre deck s'il se trouve dans votre pile de défausse. La deuxième carte, mot de fortune, un événement qui coûte 0, pacte, rapide, à jouer quand vous effectuez un test de compétence sur un soutien ayant au moins une fatalité sur lui. Ajoutez votre valeur de volonté à votre valeur de compétence pour ce test. Ensuite, vous avez le droit de mélanger mot d'affliction dans votre deck s'il se trouve dans votre pile de défausse. Ouais. Alors. Donc, la première carte, c'est rapide, on place une fatalité sur un soutien. Des soutiens, elle en a accès à tout plein. Ok. Ensuite, elle va résoudre une capacité d'action sans dépenser les coûts, y compris le coût d'action. Et cette carte-là est rapide. Donc vous payez 2 ressources, et vous avez une action rapide sur le soutien qui ne vous coûte rien de particulier. Enfin, qui vous coûte pas les coûts normaux de cette action. Notamment, ça ne vous coûte pas la dépense de la charge. Et si le soutien n'a plus de charge, comme vous n'avez pas à payer la charge, vous pouvez quand même résoudre l'effet. Ok. Donc, par exemple, flétrissement, tenez. Flétrissement, qu'il ait des charges ou pas, vous payez 2 ressources, vous jouez mot d'affliction, vous mettez une fatalité sur flétrissement, vous ne dépensez pas d'action, vous ne dépensez pas de charge, vous combattez. Et vous résolvez tout cet effet. Ok. C'est très fort, mais encore une fois, vous mettez une fatalité. Maintenant, la deuxième carte, vous effectuez un test de compétence sur un soutien qui a au moins une fatalité sur lui. À tout hasard, parce que vous venez de mettre une fatalité avec mot d'affliction. Vous ajoutez votre valeur de volonté, donc 3, plus vos bonus passifs. Vous faites un test. Il faut qu'il y ait un test effectué, donc vous faites un test qui a une certaine difficulté. De base, vous avez 3 de valeur de compétence, quelle que soit la compétence. Vous ajoutez votre volonté, donc vous ajoutez un 3. Donc vous aviez 3, vous ajoutez 3, vous testez à 6. Si vous avez des bonus passifs dans une ou l'autre des compétences, ça peut être 7, voire 8. À noter que si la compétence en question c'est la volonté, vous faites 2 fois volonté.
Donc, mettons, je reviens sur flétrissement, vous devriez tester à 3 contre la difficulté, vous avez 2 bonus de volonté, vous testez 5, plus 5 contre la difficulté du test, ok. Et chaque fois que vous jouez une de ces 2 cartes signature, vous avez le droit de mélanger l'autre exemplaire, s'il est dans votre défausse, dans votre deck, pour pouvoir le rejouer plus tard. Ok. Le truc, c'est que les 2 cartes synergisent tellement bien ensemble que les 2 cartes synergisent tellement bien ensemble que moi je serais tenté de les jouer les 2 à la fois. D'abord avec mode affliction, j'économise l'action du flétrissement. Et ensuite, avec mode fortune, je profite que je viens de mettre une fatalité sur le flétrissement pour tester à double volonté. Le truc, c'est que dans ce cas-là, faut que je regarde, on joue mode affliction, la carte n'est plus en main, mais elle n'est pas encore dans la défausse. Il y a un problème de timing. Alors j'ai pas regardé d'autres vidéos qui commentent le sujet, donc faut que j'essaie de voir le timing. Je joue cette carte-là, elle part dans la défausse, je dirais. Donc je place la fatalité, je résous la capacité d'action. Et c'est seulement une fois que j'ai résolu ça que cette carte-là part dans la défausse, je pense. Mais pendant que je résous cette action, je joue mode fortune. Et une fois que j'ai résolu mon test, moi c'est comme ça que je le comprends, mode fortune part dans la défausse. Donc moi je serais tenté de dire si on joue les 2, je garantis rien, je chercherai. Éventuellement quand je ferai une liste de decks pour elle, je clarifierai, en fonction de ce que j'aurai trouvé. Moi il me semble que c'est un peu ce qu'on appelait la pile à Magic. Mode fortune part dans la défausse en premier, vu que ça concerne le test. Mode affliction part dans la défausse ensuite, vu que ça concerne toute l'action. Donc, mode fortune n'a rien à remélanger dans la pile, dans la pioche. Et mode affliction pourra remélanger mode fortune. Voilà. Donc, alors c'est bien que chaque carte puisse remélanger l'autre dans la pioche et vous garantir augmenter vos chances de les utiliser plusieurs fois par partie, mais je pense pas que ça soit un effet sur lequel il faut compter. On revient quand même à mode affliction, on met une fatalité sur un soutien, faudra jouer encore une fois avec les fatalités. Soit utiliser des cartes qui tirent avantage à avoir des fatalités, et des cartes qui gèrent les fatalités. Alors dans cette boîte, on a la serpe de cérémonie, j'y reviendrai plus tard pour la gestion du combat. Donc voilà, action, combattre, soit vous utilisez votre volonté, soit vous gagnez plus en force, donc soit elle teste à 3, soit elle teste à 4. Quand vous initiez cette capacité, choisissez, soit on l'incline, on met une fatalité dessus pour avoir plus 3 et plus 1 dégât, soit, si un ennemi est vaincu, on la redresse et on retire toutes les fatalités qui sont sur elle. Donc mode affliction, avec mode affliction, voilà, vous mettez une fatalité sur la serpe, et au moment où vous initiez, vous dites, je vais choisir que si un ennemi est vaincu par l'attaque, je la redresse et je retire la fatalité. Donc mettre la fatalité vous a fait économiser l'action, et vous pouvez retirer la fatalité, par exemple. Ou alors vous dites, quand j'initie, j'incline, je remets une deuxième fatalité, j'ai plus 3, donc 3 plus 3 ou 3 plus 4, j'inflige 2 dégâts. Et je n'ai pas dépensé mon action. Puis, première action de mon tour, pour le coup, je réattaque, et je choisis que mon ennemi, si je le vainque, je retire les 2 fatalités. Voilà. Alors, j'ai pris cet exemple-là, il y a pour l'enquête et pour l'évasion. Donc là c'est pour l'enquête, là c'est pour l'évasion.
il y a le livre des abysses qui vous permet de faire un combat à +1 en valeur de compétence et d'infliger +1 dégâts pour chaque fatalité. Là, normalement pour combattre, il faut l'incliner. Grâce à mot d'affliction, vous ne payez pas ce coup-là. Donc vous allez pouvoir combattre une première fois, puis combattre une deuxième fois. Donc la première fois, vous mettez une fatalité, avec l'effet de mot d'affliction, vous combattez à +1 pour infliger +1 dégâts. Non, pardon. Vous mettez une fatalité, puis quand vous initiez, vous remettez une fatalité, donc vous combattez à +2/+2. Puis nouvelle action, là pour le coup vous êtes obligé de l'incliner, vous remettez une fatalité, vous combattez à +3/+3. Donc vous avez pu, en une action, faire 7 dégâts. Voilà. Mais encore une fois, vous mettez des fatalités, donc il faudra utiliser soit il faudra défausser les soutiens avec fatalité, soit il faudra utiliser... Je le vois pas ici... Ah oui, j'ai mis soutien. Soit il faudra utiliser la cérémonie du clair de lune, soit il faudra utiliser le sacrifice pour retirer les fatalités ou pour faire défausser les cartes. Alors maintenant sa faiblesse. Silence assourdissant, présage, révélation, déplacer vers l'intrigue en cours une fatalité qui est sur un soutien que vous contrôlez. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Si aucune fatalité n'est déplacée de cette façon, remélangez silence assourdissant dans votre deck. Alors ça rappelle Antique Fléau. Et la faiblesse d'Agnès Baker. Déjà, premier truc, si aucune fatalité n'est déplacée, remélangez la carte dans le deck. Donc autrement dit, si cette faiblesse ne fait rien, elle est remélangée et vous la piocherez plus tard. Et vous la piocherez jusqu'à ce qu'elle ait un effet. Son effet, c'est de déplacer vers l'intrigue une fatalité. Bon, donc l'intrigue va avancer un round plutôt a priori, sauf que l'effet peut faire avancer l'intrigue. Donc, au moment où vous révélez ça, vous déplacez la fatalité et vous faites le compte de toutes les fatalités en jeu. Mettons que le seuil de fatalité de l'intrigue, c'est 6. Sur l'intrigue, il y avait 2 fatalités. À cause de ça, vous mettez une 3e fatalité. Sur vos cartes, vous avez 3 autres fatalités. Et ça avance. Donc ça avance juste avant de mettre la 3e fatalité alors que le seuil est de 6. Vous avez perdu 3 rounds. Donc cette carte-là, pendant toute la partie, il faudra y songer, tant qu'elle n'est pas sortie, vous dire... tant que vous n'avez pas pioché cette faiblesse, vous comptez les fatalités que vous avez en jeu et vous dites « Je peux potentiellement perdre autant de rounds si je pioche ma faiblesse au mauvais moment. » Voilà, c'est potentiellement très gênant. Donc il faudra vraiment dans son deck avoir de quoi retirer les fatalités. Par exemple avec Rituel du clair de lune. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, voilà, épouvantable possession, je sais plus pourquoi je l'ai mis là, mais bon, ça peut permettre de retirer des fatalités. On a aussi une alliée, Samouline. On a une alliée qui permet de ne pas compter une fatalité sur un soutien. Voilà, on l'incline, on lui attache un soutien qui a au moins une fatalité sur lui, limite de 2 soutiens attachés, et sur chaque soutien attaché, une fatalité qui est dessus n'est pas comptabilisée pour déterminer si le seuil de fatalité de l'intrigue est atteint. Et en plus de ça, un bonus, voilà. Donc ça c'est une carte qui pour moi sera centrale dans les decks Amina. Voilà, et probablement la meilleure carte de toutes, ça sera le Dévoreur de péché, niveau 3, permanent, ça c'est bien vu qu'on a payé de l'XP, mais exceptionnel, donc on paye 6 XP. Action rapide, on l'incline, on met dessus une fatalité d'un soutien qu'on contrôle, ensuite soit on redresse le soutien d'où provenait la fatalité, soit on met une charge sur lui. Encore meilleur. Pour une action, on retire toutes les fatalités qui sont sur le Dévoreur de péché. Alors son action rapide implique de l'incliner, donc on pourra le faire une seule fois par round, mais une fois par round, on met
une fatalité sur ce soutien, et pour une action retire toutes les fatalités. Donc si le seuil de l'intrigue est assez élevé, je pense par exemple au deuxième scénario de la civilisation oubliée, de mémoire on doit être sur du 6 plus 1 par investigateur, ou peut-être même 9 plus 1 par investigateur, et quand on passe à la deuxième étape c'est 12 plus 1 par investigateur. Donc, premier round, vous mettez une fatalité sur un de vos soutiens, puis vous la rapatriez sur le dévoreur de péché. Deuxième round pareil, troisième round pareil. Et quand vous voyez que piocher silence assourdissant pourrait faire avancer l'intrigue, hop, vous dépensez une action et vous retirez. Alors j'ai pas fait le calcul, mais je dirais de tête 5. Je dirais, ouais. Non, pardon, j'ai dit 6 et 9, ouais, 4, 5 fatalités qui sont sur cette carte-là. Pour une seule action. Et des fatalités qui venaient initialement de plusieurs soutiens, potentiellement, que vous avez peut-être redressés ou rechargés. Donc voilà, carte centrale des decks, je pense, carte centrale des decks qui utilisent les fatalités, mais j'en parlerai dans quelques mois. Alors, son signe des anciens. Son signe des anciens, déjà il vous donne un +2, et vous avez le droit de déplacer toutes les fatalités d'une carte dans votre lieu vers une autre carte dans votre lieu. Point important, c'est d'une carte à une carte. Pas une carte que vous contrôlez, pas depuis une carte que vous contrôlez, pas vers une carte que vous contrôlez, n'importe quelle carte. Ça peut être des ennemis, ça peut être les lieux, je reviens sur l'exemple du deuxième scénario de la civilisation oubliée, n'importe quoi. Donc par exemple, vous avez en jeu David Renfield, il vous fournit +1 de volonté tant qu'il y a au moins une fatalité sur lui, en action rapide on l'incline, on peut lui placer une fatalité dessus et ensuite on gagne une ressource pour chaque fatalité sur lui. Pourquoi j'ai sort de protection ici ? Je sais plus. Ah oui voilà je sais. Donc vous piochez votre signe des anciens, vous rapatriez toutes les fatalités d'une carte qui en a beaucoup sur David Renfield. Vous pouvez utiliser David Renfield pour gagner plein de ressources avec toutes ces fatalités-là. Sachant qu'Amina, déjà, elle a des réductions de coûts, donc elle devrait pas avoir trop de problèmes de ressources, et si elle a plein de ressources, ça l'aidera à booster ses tests. Maintenant, vos fatalités sont sur David Renfield. Prochaine fois que vous jouez sort de protection, vous lui infligez une horreur, il est vaincu, vous n'avez pas à gérer ses fatalités. Ou alors, vous utilisez analgésique, vous vous soignez d'un dégât, rappel, Amina commence avec seulement 5 de santé, par contre elle se prend une horreur qu'elle met sur David Renfield, pareil, il n'y a pas à gérer ses fatalités. Ou alors le dévoreur de péché, il va Non pardon, voilà c'est ça. Le signe des anciens vous permet de mettre les fatalités sur le dévoreur de péché, pour une action, vous les retirez de cette carte. Voilà, donc son signe des anciens est très intéressant si on joue un deck fatalité, mais comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir ? Bon ben, elle est mystique, elle peut utiliser le sceau du signe des anciens, tout simplement. Elle ne révèle pas de pion, et elle considère qu'elle a pioché un signe des anciens, puis elle retire la compétence de la partie. Bon, 5 XP pour une utilisation par partie, c'est cher, mais gérer les fatalités va être important. On a tout ce qui permet de manipuler des pions du chaos, typiquement Olive McBride. Voilà, elle révèle 3 pions, elle en résout 2. Alors il faudra quand même faire attention parce qu'elle n'a que 3 de valeur de compétences de base. Donc si elle pioche l'échec automatique, le -2, le -3, c'est pas certain qu'elle réussisse son test. Il y a la statue grotesque, voilà, elle pioche 2 pions, elle choisit lequel des deux, elle résout. Et, alors encore du temps de chargement. Elle a aussi accès à quelques cartes qui peuvent jouer avec les pions bénis.
la carte dont je parlais tout à l'heure, le Saint-Rosaire. Elle réussit un test de volonté sur une carte traîtrise, elle incline le Saint-Rosaire, 2 pions bénis dans la réserve du chaos. Ou à l'inverse, elle peut jouer à l'inverse. Le Saint-Rosaire lui donne un avantage quand elle réussit, le symbole de foi va lui permettre de mettre autant de pions bénis que de pions maudits ou échecs automatiques révélés lors d'un test de compétence. Alors je suis en train de regarder, peu importe le lieu, peu importe l'investigateur. Ouais, c'est ça. Ah bon, par contre il faut incliner la carte, donc c'est maximum une fois par round, mais n'importe quel investigateur à votre table révèle un échec automatique, vous inclinez ça, vous dites allez hop, un pion béni dans la réserve du chaos. Éventuellement, si quelqu'un à votre table joue des cartes qui mettent des pions maudits, voilà, en action rapide, enfin dans n'importe quelle fenêtre d'action rapide, vous remplacez tous les pions maudits de la réserve du chaos par des pions bénis, mais à la fin du round, vous remplacez tous les pions bénis par des pions maudits, donc il faudra faire attention à ça. Elle peut utiliser la faveur du soleil pour sceller des pions bénis et les utiliser quand elle le souhaite. Et alors elle n'y a pas accès, mais quelqu'un à sa table peut utiliser la bénédiction d'Isis, voilà, pour transformer un deuxième pion béni en pion signe des anciens, puis remettre les 2 pions bénis dans la réserve du chaos. Voilà, bon, cette carte-là, je vous en ai parlé en long, en large et en travers dernièrement. Voilà, mais donc, moi je pense que le signe des anciens d'Amina est suffisamment bon pour qu'on ait envie de maximiser ses chances de l'avoir. Voilà, alors j'ai enregistré une vidéo, mais que je n'ai pas encore montée, sur les types de signes des anciens, et le signe des anciens d'Amina rentrerait dans la catégorie effet très important au sein d'une mécanique. Qu'est-ce qu'elle a à sa disposition pour enquêter ? Alors j'ai pas tout listé comme d'habitude, mais j'en ai noté quelques-unes. La lampe torche, attiré par la flamme, lire les signes avec Diana Espérance, Lémi invoqué, David Renfield, plus étude des arcanes éventuellement. Enfin non, pas éventuellement, David Renfield pour alimenter étude des arcanes et un sort d'enquête plus du boost. Voilà, toutes les cartes auxquelles elle a accès qui mentionnent l'enquête ou les indices. Alors carte de presse, ça entre pas là-dedans parce que c'est pas vraiment de l'aide à l'enquête. Donc voilà, bon bah elle a accès à des cartes mystiques classiques et à la lampe torche. La lampe torche, bon bah le grand classique, tout simplement elle diminue la valeur occulte de son lieu, potentiellement elle la ramène à 0, et du coup elle est déjà en réduisant la valeur occulte, elle augmente ses chances de réussir. Si la valeur occulte est de 0, il n'y a que l'échec automatique qui la fait rater. Et à noter que maintenant on a une version améliorée, qui a une provision de plus et qui marche en réaction. Donc on fait une enquête, peu importe qu'elle soit basique ou pas, et lors de cette enquête, on diminue la difficulté, en plus des autres effets de l'enquête. Attirer vers la flamme, un grand classique, également. Piochez la carte du dessus dès que rencontre, ensuite découvrez 2 indices dans votre lieu. Si on pense être capable de gérer une carte rencontre, bon ben voilà, 2 indices sans test. Évidemment, c'est meilleur en solo, parce qu'en solo, 2 indices, il y a de bonnes chances que ça vide le lieu. C'est même, ça sera le cas dans, 80-90% des cas. En multi, moins bon. Lire les signes, un événement qui coûte 2. Enquêter, ajoutez votre volonté à votre valeur de compétence pour cette enquête. Vous pouvez ignorer tout effet ou mot-clé de votre lieu qui devrait se déclencher lors de cette enquête. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Donc vous enquêtez à 6, plus éventuel bonus, contre la valeur occulte du lieu. Si vous réussissez, vous avez 2 indices. À noter, tant qu'à faire, vous attachez cet événement à Diana Espérance, elle a 3 secrets, et l'événement attaché, donc lire les signes, vous pouvez le jouer comme s'il était dans votre main,
Mais pour ça, il faut incliner Diane Espérance, donc limite une fois par round, et dépenser un secret. Elle a 3 secrets. Donc une fois par round, pour 2 ressources, vous enquêtez à 6 contre la valeur occulte pour trouver 2 indices. Ça nécessite des secrets, vous pouvez utiliser extatique, ça vous donne +1 à votre enquête, si vous réussissez, vous remettez un secret sur Diane Espérance. Voilà, évidemment, vous pouvez mettre 2 copies de Lire les signes, 2 copies de Diane Espérance, 2 copies de Demander un service, pour que quand Diane Espérance n'a plus de secret, vous la remontez dans votre main, vous allez chercher un autre allié, peut-être votre autre copie de Diane Espérance, et voilà, donc voilà, au max, enfin, je vais pas faire le compte, mais ça vous donne plein d'utilisations de Lire les signes, mais une par round. David Renfield, j'en ai parlé, il peut générer plein de ressources, et Étude des arcanes, les ressources, vous pouvez les utiliser pour booster votre volonté, ou booster votre intelligence. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Les sorts d'enquête, alors là j'ai pris l'exemple de rituel de recherche de niveau 2, ça a 3 charges. Pour une action, on dépense une charge, on enquête, on utilise sa volonté avec un bonus de 2, donc elle est à 5. En cas de réussite, elle a un deuxième indice. Et par contre, si on pioche un de ces symboles-là, on perd toutes les actions, on termine immédiatement son tour. Donc rituel de recherche, on le fait plutôt à la fin du... Pardon, je vais y arriver, à la fin du round. Voilà. À noter que Amina peut jouer cette carte pour 3 ressources de moins, en mettant une fatalité dessus, et qu'ensuite elle pourra utiliser le dévoreur de péché pour retirer la fatalité du rituel de recherche et le recharger de 1. Vous utilisez votre volonté, vous avez +2, vous enquêtez à 5. En standard, ça va, à niveau de difficulté plus élevé, il faudra probablement avoir d'autres bonus. Mais si vous jouez David Renfield, eh ben, avec Étude des arcanes, vous avez ces bonus. Ah oui, et le pacte de sang, un permanent, niveau 3. Alors de mémoire, c'est le seul permanent de niveau 3 contenu dans... j'ai un petit doute. Je sais plus dans quel pack étaient les autres permanents de niveau 3 qui boostent les compétences. En tout cas, c'est le seul qui en version tabou n'a pas un coût en expérience augmenté. Toujours est-il, vous lui mettez une fatalité dessus, vous gagnez +3 en volonté. Limite d'une fois par test. Il faudra gérer les fatalités, mais... que je retrouve... Voilà, Amina... Si elle pioche un signe des anciens, elle prend toutes les fatalités du pack de sang, elle les met sur une carte, et ensuite elle se débrouille pour défausser cette carte. Voilà. Et voilà, dévoreur de péché, ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez recharger des sorts, après leur avoir retiré une fatalité. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis ensuite ? Ah oui, les compétences qui peuvent vous aider à enquêter en profitant de plusieurs icônes libres, courage inattendu ou promesse de pouvoir, qui par contre mettra un pion maudit dans la réserve du chaos. Mais si vous jouez le charme survivant, quand le pion maudit sera révélé, vous mettrez un pion béni. Voilà. Alors les compétences qui ont plusieurs icônes de volonté, cran. Bon, encore un plantage ordi. Ouais. Comme j'ai tout plein de fenêtres Firefox ouvertes avec tout plein d'onglets en prévision de mes futurs enregistrements de vidéos, le logiciel a du mal à tenir le choc. Je disais donc, comme carte compétence avec au moins 2 icônes de volonté, elle a cran de niveau 2, sans peur de niveau 2, et faites vos prières. Alors sachant que faites vos prières, il faut avoir 3 points de santé mentale restantes ou moins, et qu'elle part de 9. Voilà. Par contre, elle a
si ça veut bien marcher. Ah oui, et également prophétiser. Un icône... L'illustration est vraiment bizarre. Un icône libre, s'il y a au moins 3 fatalités en jeu, un deuxième icône libre. S'il y a au moins 6 fatalités en jeu, un troisième icône libre. Dans son deck, me semble-t-il, on joue à fond avec les fatalités, et donc prophétiser devra avoir 2 ou 3 icônes libres en permanence. Une carte très intéressante aussi, prophétique. 2 ressources reconstituées au début de chaque round, qui peuvent soit être dépensées pour payer les cartes sorts, par exemple lire les signes, soit qui peuvent permettre de donner un +1 à la valeur de compétence pour le test, pour chaque ressource. Et voilà, peu importe la valeur de compétence. Donc, voilà, si je reviens sur lire les signes, prophétique vous fournit les 2 ressources nécessaires à chaque round. Ou alors, si vous avez David Renfield pour vous filer les ressources, eh ben ça vous donne +2. Donc, 3 d'intelligence, plus les 3 de volonté ajoutée, plus le bonus de volonté de David Renfield, ça fait 7. Avec prophétique, vous pouvez monter à 9. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur l'enquête. Maintenant, la gestion des ennemis. Je sais plus pourquoi je l'ai remise là. Alors, oui, peut-être ça. Elle a 3 de valeur de combat, 3 de valeur d'agilité, donc à elle seule, le combat basique et l'évasion basique, elle fera pas grand-chose. Par contre, elle a accès au journal des rêves, spécifiquement rêve d'un fou, la lame enchantée de niveau 3, l'atamé spirituel, la lame spectrale plus Diane Espérance. Ah, le limier invoqué, je l'ai pas mentionné tout à l'heure. Je le mentionnerai là. Sort de combat et ou d'évasion, plus du boost de volonté. Et évidemment, on va retrouver certains recoupements avec ce que j'ai dit pour l'enquête, parce que des fois ce sont des parallèles. C'est-à-dire, ce que j'ai dit avec sort d'enquête plus boost, ça revient au même avec sort de combat plus boost. Donc voilà. Les cartes auxquelles elle a accès qui mentionnent combat, dégâts ou évasion, il y en a un certain nombre. Le journal des rêves, rêve d'un fou. Donc au début de votre tour, vous récupérez une copie d'essence onirique. Et tant que vous êtes engagé avec un ennemi, elle a 2 icônes libres de plus. Donc elle a 4 icônes libres. Donc peu importe ce que vous utilisez pour combattre ou échapper à un ennemi, vous avez en main une carte compétence qui vous donne +4. Si vous avez le totem macabre chercheur de niveau 3, vous rajoutez un 5e icône libre sur l'essence onirique, et si votre test est réussi, vous inclinez le totem... vous inclinez le totem pour ajouter l'icône. Si c'est réussi, vous piochez une carte. Voilà. Et, encore une fois, l'essence onirique, elle revient dans votre main à chaque round. La lame enchantée de niveau 3... Alors, elle a accès qu'à la version mystique, parce que la version gardien n'a pas de traits qui lui permettent de la voir. Donc, un soutien qui occupe un emplacement de main et un emplacement d'arcane, ça c'est un peu gênant. 4 charges, action combattre, vous gagnez +2 en force pour cette attaque, donc vous passez à 5. En tant que coût supplémentaire pour utiliser cette capacité, vous avez le droit de dépenser jusqu'à 2 charges pour remplir l'âme de pouvoir. Pour chaque charge ainsi dépensée, vous gagnez +1 en force et infligez +1 dégât pour cette attaque. Donc, force 5 contre difficulté pour 1 dégât, ou force 6 contre difficulté pour 2 dégâts, ou force 7 contre difficulté pour 3 dégâts. Et il faut que je revérifie... Donc elle est objet, relique, arme et corps à corps. Ça doit être l'autre. Il y a une carte qui me semble-t-il boost. Charme, tactique ou livre, non. Je me souviens plus s'il y a une carte qui booste pour les reliques. Je vais vérifier rapidement. Alors. Hop, peut-être antiquaire. Antiquaire pour les reliques, voilà, donc c'est ça. Antiquaire vous fournit 2 ressources qui servent pour les faveurs, les reliques ou les rituels. Bon, mystique, vous êtes plutôt concerné par relique ou rituel. La lame enchantée est une relique. Donc en plus des bonus qu'elle vous donne, jusqu'à un +4, vous pouvez utiliser les bonus d'antiquaire.
Relique, ça vous permettra d'être efficace contre des ennemis qui nécessitent qu'on les attaque avec des reliques. Je pense par exemple au... comment il s'appelle ? C'est pas le Doppelganger, c'est le... enfin je sais plus, l'ennemi de Carcosa. Et bon, ça utilise des charges. Les mystiques ont des sources de charges. Donc voilà. Très bonne solution de combat, mais il faudra quand même songer au problème des emplacements. L'atame spirituel, qui occupe un emplacement de main, action rapide, lors d'un test de compétence sur une carte sort, inclinez l'atame spirituel, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test, ou action, inclinez l'atame spirituel combattre, vous gagnez plus 2 en force pour cette attaque. Donc à chaque round, vous ne pouvez utiliser qu'une des 2 capacités, soit vous combattez à plus 2 en force, mais sans bonus de dégâts. Donc par exemple pour tuer un cultiste, un acolyte, voilà. Un acolyte qui de mémoire est 3-1-3. Donc vous avez 3 de base, avec l'atame spirituel vous êtes à 5. Vous combattez à 5 contre 3, ça serait bien d'avoir un petit boost ailleurs. Ou alors, vous utilisez un sort pour combattre, et avec l'atame spirituel, vous augmentez votre valeur de compétence de plus 2. Donc si c'est un sort, vous combattez a priori avec votre volonté, 3 de base, plus 1 de David Renfield, plus les 2 de l'atame, vous combattez à 6 contre la difficulté de l'ennemi, qui va être la valeur de combat, donc la valeur de combat de l'ennemi qui va être probablement de 3 ou de 4. Donc, alors le truc c'est qu'à chaque fois, Amina, comme elle part de 3, je pense qu'il faudra vraiment accumuler les bonus pour qu'elle ait de bonnes chances de réussir. La lame spectrale, c'est un peu le parallèle de lire les signes. Un événement sort qui coûte 2, combattre, ajoutez votre volonté à votre valeur de compétence pour cette attaque, donc vous avez 6, plus vos bonus. Immédiatement avant cette attaque, vous avez le droit d'engager l'ennemi attaqué. Cette attaque inflige plus 1 dégât, plus de dégâts à la place si l'ennemi est non élite. Donc voilà, 6 contre la valeur de combat de l'ennemi. S'il n'est pas élite, vous lui faites 3 dégâts en une action, s'il est élite, 2 dégâts. Vous l'engagez. Alors un truc qui n'est pas clair... voilà, il y a un désaccord entre les joueurs sur l'engagement. Moi, tel que je joue la carte, mais j'ai pas de clarification exacte, je pars du principe que comme on me dit que je peux engager l'ennemi attaqué avant de résoudre l'attaque, ça veut dire que je peux dire, comme je vais l'engager avant de combattre, je peux jouer ça contre un ennemi distant. Donc pour moi, cette carte-là permet en une action d'engager un ennemi distant puis de le combattre. Il y a des joueurs qui considèrent que, vu que l'ennemi est distant, je ne peux pas jouer un effet combattre contre lui. Moi j'estime que si, parce qu'on me dit, avant l'effet combattre, t'as un effet d'engagement. Bon, il y a un débat. Vous jouez la carte comme vous le souhaitez. Toujours est-il qu'après... Enfin, qu'en dire après ? Non. Toujours est-il que, comme vous résolvez cette carte-là, vous résolvez l'effet d'engagement, l'ennemi est engagé avec vous. J'ai perdu l'emplacement. Le journal des rêves. Non, c'est plus loin. Voilà, c'est celui-là. Journal des rêves. Tant que vous êtes engagé avec un ennemi, votre essence onirique gagne 2 icônes libres. Donc votre essence onirique a 4 icônes libres. Donc Razor, lame spectrale, vous combattez à 3 plus 3, l'ennemi engagé avec vous, vous rajoutez essence onirique, vous combattez à 10, plus vos éventuels bonus passifs, 10 contre la valeur de combat de l'ennemi. Donc c'est quand même bien conséquent. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, l'âme spectrale, vous pouvez l'attacher à Diana Espérance. Donc une fois par round, vous avez cette capacité de combat qui peut faire 3 dégâts en une action. Voilà. Une carte dont j'avais oublié de parler tout à l'heure, le limier invoqué. Un allié, soutien allié,
qui occupe un emplacement d'allié et un emplacement d'arcane, problème. En tant que coût supplémentaire pour jouer le limier invoqué, vous devez chercher un exemplaire de bête déchaînée parmi vos cartes liées et le mélanger dans votre deck. Action rapide lors de votre tour, sauf pendant une action, inclinez le limier invoqué, combattre ou enquêter. Soit vous attaquez avec une compétence de force de base de 5, soit vous enquêtez avec une compétence d'enquête de base de 5. Donc vous avez une action rapide pour combattre, ou enquêter, mais là on parle du combat, et vous partez d'une valeur de compétence de base de 5. Et vous avez évidemment tous vos bonus, par exemple l'essence onirique, pour avoir une valeur de compétence modifiée de 9. Le problème, c'est que quand vous le jouez, et dans son pool de cartes, il n'y a pas de possibilité de le mettre en jeu sans le jouer, je crois. Vous mélangez dans votre pioche, vous mélangez dans votre pioche la bête déchaînée, un ennemi 3-3-3. Chasseur riposte, quand il arrive en jeu, si vous avez le limier invoqué en jeu, vous mettez cet ennemi en jeu, et vous mettez le limier invoqué hors jeu. Donc vous avez un allié qui va vous fournir des actions de combat en action rapide, mais dès que vous piochez ça, vous en avez perdu l'utilisation. Voilà, je vérifie rapidement. Quand vous jouez, non, donc ça ne le fait pas entrer en jeu, il faut vraiment jouer la carte. Donc je le mentionne, mais c'est loin d'être optimal. Et bon, prophétique, quand vous utilisez un sort de combat, vous pouvez booster votre valeur de compétence. Voilà. Tout ça c'était pour le combat. Alors pour l'évasion, c'est vrai que j'ai pas trop mentionné l'évasion. Pour l'évasion, tout ce que j'ai dit sur les sorts de combat. Ce que j'ai dit sur l'âme spectrale, il y a... je crois que ça s'appelle machin truc fantomatique. C'est peut-être présence. Présence fantomatique, on teste. J'ai plus le nom de cette carte. Enfin, il y a un événement mystique qui permet de se désengager de tous les ennemis et ils ne peuvent pas vous réengager. Voilà. Mais en tout cas, comme elle n'incite pas particulièrement à l'évasion, moi j'aurais tendance à dire il faut qu'elle tue tous les ennemis, à moins vraiment qu'elle ait intérêt à les laisser en vie. Voilà. Alors le soutien. Le soutien apporté aux autres investigateurs. Est-ce qu'elle a des trucs à proposer ? Je disais déjà en elle-même, sa carte investigateur, éventuellement il y a l'effet du signe des anciens. Vu qu'elle déplace les fatalités d'une carte dans le lieu vers une autre carte dans le lieu, ça peut retirer les fatalités des cartes des autres joueurs. Par exemple, si vous jouez avec Marie Lambeau, Marie Lambeau a... je pense un truc rapidement. Marie Lambeau a mis des fatalités sur ses cartes, ça la gêne, et Amina peut l'en débarrasser. Et, avant que j'oublie, petite combo sympathique, Baron Samedi. Baron Samedi. Voilà, c'est là. Donc Baron Samedi, c'est la faiblesse personnelle de Marie Lambeau. Forcé, non c'est pas ça. Voilà, révélation. Mettez en jeu Baron Samedi, il ne peut pas quitter le jeu tant qu'il a moins de 3 fatalités sur lui. Action rapide, inclinez Baron Samedi, placez une fatalité sur Baron Samedi, s'il a au moins 3 fatalités sur lui, défaussez-le. Si Amina pioche son signe des anciens, et que Marie Lambeau est dans son lieu, et que le Baron Samedi est en jeu, Amina peut dire je prends 2 fatalités, enfin 2, non c'est pas 2, je prends toutes les fatalités d'une de mes cartes, je les mets sur Baron Samedi. Ensuite, Marie Lambeau, pendant une fenêtre d'action rapide, dit je remets une fatalité sur Baron Samedi, il y en a au moins 3, voilà, il est défaussé. Ça peut aider à le gérer. Alors, en soutien, c'est une mystique, il y a tout ce qui aide à gérer les cartes rencontres. J'ai mentionné tout à l'heure le brassard du martyr, le brassard de martyr, j'ai pas l'image là, qui fait qu'elle peut récupérer les cartes rencontres à la place des autres joueurs.
et quand elle les résout, elle a un +1. Donc elle évite à quelqu'un d'autre de résoudre la carte, et elle le résout avec une valeur de compétence de 4, ce qui fait qu'il y a moins de risque d'échouer que si c'était quelqu'un d'autre, donc moins de risque de, de mettre des fatalités sur le lieu, ou de reposer des indices, ou de, de faire se déplacer des ennemis, des choses comme ça. Évidemment, elle a le sort de protection. Alors, de niveau 2, pour l'utiliser pour l'utiliser en faveur d'un investigateur, peu importe son lieu. De niveau 0, si c'est une carte qu'elle a piochée ou récupérée avec le brassard. Elle peut jouer à l'issagramme. Voilà, elle va regarder les cartes sur le dessus, enfin, la carte. Elle va regarder la carte du dessus du deck rencontre ou du deck d'un investigateur. Donc déjà savoir ce qui arrive, et pour une fatalité, mettre la carte regardée sous le deck. Donc par exemple, un investigateur sait que sa faiblesse va bientôt arriver. Il le sait d'une manière ou d'une autre. Avec Alyssa Graham, on vérifie à chaque round, dès qu'on la trouve, allez hop, on la remet sous le deck. Voilà, chose comme ça, donc ça peut être intéressant, et il faut mettre une fatalité sur Alyssa Graham, mais pour la énième fois, je le redis, si vous jouez à Mina, c'est pour jouer avec les fatalités, et donc vous mettez des solutions. Et enfin, alors le dévoreur de péché, je sais pas trop pourquoi je l'ai mis là, alors, que je dise pas de bêtises, donc l'effet, c'est en action rapide, le coup c'est de l'incliner, voilà, avant les 2 points il y a seulement incliné, on met sur le dévoreur de péché une fatalité, ah non c'est d'un soutien que vous contrôlez, ouais, donc c'est pas particulièrement les autres. Bon, j'aurais pas dû mettre ça là. Le brassard, je l'ai mentionné tout à l'heure. Prophétiser, on peut l'attribuer au test des autres, hein. Et si on joue à fond les fatalités, à chaque fois c'est un +2 voire un +3. Bien évidemment, nier l'existence. Alors c'est quand une carte rencontre devrait vous infliger, mais ça se combine avec le brassard de martyr. Mettons, elle joue en duo avec Roland Banks, il pioche, reste pourrissant, elle dit non, je le récupère, et je le résous. Alors par contre, elle a un +1, donc elle a de bonnes chances de ne pas trop subir du reste pourrissant, mais si, mettons, elle pioche l'échec automatique, elle devrait se prendre 3 horreurs, et non, elle se soigne de 3 horreurs. Et évidemment, tous les événements sorts qui permettent de faire du soutien, nier l'existence ou que je le retrouve, ou sort de protection, ça peut s'attacher à Diane Espérance pour les jouer encore et encore. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, dans cette série de vidéos sur les investigateurs, je ne parle pas, contrairement à d'autres vidéos que j'ai faites, d'économie, parce que, pas grand chose à dire. Elle, en l'occurrence, son économie de ressources, c'est qu'elle peut réduire le coût en mettant des fatalités. Donc elle va économiser des ressources. Elle va probablement jouer avec David Renfield, qui va lui fournir des ressources. L'économie d'action, ça va être avec le mot de pouvoir, je crois, mot d'affliction, pardon, qui va, idéalement plusieurs fois par partie, lui permettre d'économiser des actions sur des soutiens. En plus de ça, avec le dévoreur de péché, où est-ce qu'il est, dévoreur de péché, voilà ici. Avec le dévoreur de péché, elle va pouvoir soit redresser un soutien qui nécessite d'être incliné pour être utilisé, par exemple le livre des abysses, soit recharger remettre des charges sur des soutiens. Et si elle peut recharger un soutien, ça évite d'avoir à jouer la deuxième copie, et donc ça évite de dépenser la ressource, ça évite de dépenser l'action. Voilà. Et du coup, un petit bilan,
je n'aime pas du tout ces valeurs de compétences. J'aime bien le principe de jouer avec les fatalités, mais jusqu'à présent j'ai peu joué Marie Lambeau, qui utilise les fatalités, j'ai peu joué Dexter Drake, qui peut les utiliser, donc c'est le troisième mystique qui m'incite à aller dans cette voie que j'ai pas encore eu l'occasion de creuser. Par contre, voilà, elle part d'une valeur de compétence faible, donc il faudra la booster. Pour la booster, on passera probablement par quelque chose qui nécessite des fatalités. Donc on prend des risques, il faudra avoir des cartes pour gérer ce risque. Une fois qu'on aura en place les solutions de boost et les solutions de gestion des fatalités fournies en même temps que le boost, elles devraient être très efficaces, mais il y aurait quand même tout le temps de démarrage, voilà. Premier tour, vous enquêtez avec une valeur de compétence de 3. Éventuellement, vous jouez rituel de recherche et vous testez avec votre volonté. Si c'est la version de niveau 2, vous testez à volonté plus 2. Mais vu l'effet secondaire du rituel de recherche, vous voulez le faire que pour votre troisième action. Donc votre tour, ça va être, par exemple, première action, je fais autre chose que de l'enquête, deuxième action, je fais autre chose que de l'enquête, ah, ça y est, troisième action, je fais de l'enquête, à 5 contre valeur occulte, si je réussis, j'ai 2 indices. Bon, pour une spécialiste en enquête, ça sera pas formidable. Alors certes, en fin de partie, vous pourrez dire, première action, j'enquête avec lire les signes, j'attribue extatique, si je réussis, j'ai 2 indices, et en plus, je recharge Diane Espérance d'un secret. Deuxième action, j'enquête avec, par exemple, sixième sens. Et j'utilise, comment elle s'appelle déjà, Olive McBride. Si j'ai de la chance, je résous un pion, crâne, ou cultiste, ou tablette, et donc j'enquête simultanément dans 2 lieux pour prendre 2 indices, et troisième action, j'enquête avec le rituel de recherche, et si je réussis, j'ai 2 indices, voilà, en un tour j'ai trouvé 6 indices en 3 actions, mais tout ça, ça nécessitera de vous être installé, donc elle est... comme tous les mystiques qui ont une volonté faible, elle va être lente au début, elle va être lente en début de partie, il va falloir du temps pour qu'elle ait ses solutions et qu'elle soit puissante. Donc, moi, ça m'incite plutôt à la jouer en trio plutôt qu'en solo ou en solio. Mais le truc, c'est que quand on joue en trio, un round perdu, c'est 3 fois 3 actions, c'est 9 actions de perdu. Donc si je la joue en trio, j'ai intérêt à être encore plus efficace sur la gestion des fatalités. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Si je veux la rendre efficace, faut que je la joue en trio, et que je joue à fond les fatalités. Si je joue les fatalités en trio, faut que je joue à fond, faut que je sois très efficace sur le retrait de fatalité. Donc il me faut plein de solutions pour la rendre efficace, alors que je pourrais tout simplement jouer un mystique qui a 5 de volonté. Ou ne serait-ce que jouer Marie Lambeau, elle a 4 de volonté, 4 d'intelligence, on lui donne la clé de Saint-Hubert, elle est à 5-5, elle devient une bonne enquêtrice avec ses sorts, ou en enquête de base, et on se casse moins la tête. Voilà. Donc, au fil de mes vidéos de déballage, je verrai les cartes mystiques, les cartes charmes. Dans quelques mois, je préparerai une liste de decks, a priori encore une fois pour un trio, et je ferai mes commentaires dans la vidéo. Mais c'est vrai qu'elle m'enthousiasme pas. Alors je me souviens plus si je l'ai déjà dit, mais globalement, dans cette boîte, sur les 6 investigateurs, il y a que Charlie Kane, le 6e, que je trouve très intéressant à construire et à jouer.
Bon ben voilà, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.